Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Régis Kofi. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce point d'information consacré à l'actualité africaine. En Mauritanie, le président ne briguera pas un troisième mandat. Mohamed Ould Abdelaziz a fait la promesse jeudi lors d'une conférence de presse. Une annonce qui prend à contre-pied son entourage. Jérôme Kokou, dites-nous comment cette annonce a été accueillie. C'est une annonce qui a surpris la classe politique. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a promis sur les antennes de la télévision mauritanienne de ne pas briguer un troisième mandat, mais de ne pas laisser non plus le champ libre à ceux qui ont détruit et pillé les ressources du pays. Une déclaration qui n'a pas convaincu au sein de l'opinion. Certains y voient une stratégie du président qui essaie de faire passer en douceur son rêve d'un troisième mandat. Dans une conférence tenue jeudi, Mohamed Ould Abdelaziz a salué la majorité que son parti, l'Union pour la République, a obtenue, à savoir 120 députés sur 157 sièges, une majorité confortable permettant à son gouvernement, dès le 1er octobre prochain, de faire adopter n'importe quel projet qu'il juge approprié. Le parti au pouvoir en Mauritanie a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus de 2/3 des communes. L'opposition dite radicale a remporté 29 sièges, dont 14 pour le parti islamiste Tewassoul, 10 autres revenant à l'opposition dite modérée. De plus, Mohamed Ould Abdelaziz a répondu aux critiques sur son implication dans ces élections législatives. Selon lui, dans la constitution mauritanienne actuelle, il n'existe aucun article qui interdit au président de la République ou aux membres du gouvernement de soutenir un parti politique ou d'œuvrer pour le parti auquel ils sont affiliés en vue d'obtenir une majorité parlementaire ou de remporter une bataille électorale. Au Cameroun, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre s'ouvre officiellement aujourd'hui. Pendant 2 semaines, les 9 candidats à cette élection sont attendus sur le terrain pour faire la promotion de leur offre politique. Mais le contexte est loin d'être aisé. Le pays est en effet traversé par diverses tensions et crises. En tête des préoccupations, il y a la crise sécuritaire dans les 2 régions anglophones. Chez le voisin, au Burkina Faso, il est désormais interdit de circuler entre 19h et 5h du matin avec des engins à 2 roues ou avec des tricycles sur les routes de la région de l'Est du pays, frontalière au Niger et au Bénin. C'est une décision consécutive aux attaques djihadistes récurrentes dans cette zone du pays. Les détails de Djinebou Karamoko. Le gouverneur de la région a annoncé cette mesure mardi dernier, conséquence de la multiplication des attaques terroristes dans cette partie du pays depuis plusieurs semaines. Les forces armées burkinabées ont entamé une opération de neutralisation des auteurs des attaques dans les forêts de la région. La mesure d'interdiction de circulation des motos dans l'est du Burkina Faso concerne la circulation entre les villes et villages, selon le gouverneur de la région, le colonel Ousmane Traoré. Toutefois, les véhicules automobiles de transport de personnes et de marchandises sont autorisés à circuler à toutes les heures, mais ces véhicules seront soumis à des contrôles stricts et rigoureux. Le colonel Ousmane Traoré qui prévient que toute personne ne respectant pas ces prescriptions portera l'entière responsabilité des conséquences qu'il pourra subir. Ces mesures interviennent après la recrudescence des attaques terroristes dans la région. Plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité et des civils ont trouvé la mort dans plusieurs attaques ces dernières semaines. L'armée burkinabé a annoncé dans un communiqué que des frappes aériennes ont visé des bases terroristes à l'est du Burkina Faso. Plusieurs sources contactées sur place confirment la poursuite des opérations aériennes et terrestres dans plusieurs forêts abritant des bases de présumés terroristes. En bref, au Mali, à Bamako précisément, la manifestation était interdite, mais les partisans de Soumaïla Cissé l'ont maintenue dans certains quartiers de la capitale. Cependant, les forces de l'ordre ont dispersé tout le monde. Les manifestants entendaient toujours contester l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les députés kenyans ont adopté jeudi la taxe sur le carburant, une taxe qui avait suscité une grogne sociale au sein de la population, on se rappelle. En effet, le 1er septembre dernier entrait en vigueur une taxe très controversée de 16% sur les produits pétroliers. Cet impôt a entraîné une flambée des prix de l'essence, des transports et de certaines denrées. Au final, le président Kenyatta a proposé de la réduire de 8%. Nadège Kofi.
Selon le site RFI.fr, c'est dans une ambiance houleuse que les députés ont adopté cette réduction. Séance pour le moins chaotique à l'Assemblée, les débats se sont enflammés dès que la taxe sur les produits pétroliers a été discutée. Des élus ont hué, perturbé la procédure, criant 0-0 pour demander l'annulation totale de cet impôt. Le scénario a été rocambolesque avec des coups bas au passage. Une partie des députés a par exemple quitté la salle pour bloquer la séance. Le texte a ensuite été voté une première fois, mais les écrans ont affiché un nombre d'élus erronés, forçant le président de la Chambre à annuler la procédure et à faire intervenir des techniciens. Finalement, entre cris et interruptions, le texte a bien été adopté. La taxe sur les produits pétroliers est donc maintenue mais réduite à 8%, ce qui ne devrait pas satisfaire les Kenyans. Les élus opposés à cet impôt étaient très en colère. L'un d'eux a parlé de débats honteux et promis des recours en justice. Un autre a menacé le président de l'Assemblée de destitution. En tout cas, avec cet impôt, le gouvernement kényan devrait récupérer 170 millions de dollars, soit plus de 85 milliards de francs CFA, 2 fois moins que si la taxe était restée à 16%. Pour compenser cette perte, le ministère du Trésor a coupé dans les dépenses publiques. Mais il a aussi augmenté d'autres taxes, notamment bancaires ou sur les transferts d'argent par téléphone. Une pratique très populaire au Kenya et vitale pour les plus modestes, de quoi là encore mécontenter la population. Et on termine en Tanzanie, plus d'une centaine de morts après un naufrage sur le lac Victoria. Les recherches se poursuivent. Asta Sidibé nous en parle. Le bilan fait état de plus de 100 morts et une quarantaine de rescapés. Un bilan encore provisoire et qui pourrait s'alourdir en fonction du nombre de passagers qui se trouvaient à bord du MV Nyerere. Officiellement, ce bateau qui effectuait la navette entre deux îles au sud du lac Ukuwere et Ukara ne devait transporter que 100 personnes. Selon certains témoins, le bateau transportait plus de 200 passagers. Le bilan pourrait donc encore s'alourdir. Toujours selon ces témoins, le ferry se serait retourné à quelques centaines de mètres seulement de son port, alors que les passagers se déplaçaient vers l'avant du bateau pour débarquer plus rapidement. Le ferry s'est complètement retourné. Il transportait beaucoup de monde parce que le jeudi, c'est jour de marché. Et il y avait également plusieurs voitures sur le pont. Et à l'approche de l'île d'Ukara, les passagers se sont déplacés sur le pont. Une des voitures aurait bougé et il y aurait eu trop de poids d'un côté du navire, ce qui fait qu'il aurait chaviré, raconte un témoin. Pourquoi un bilan aussi lourd alors que le navire était tout près de l'embarcadère? Apparemment, de nombreuses personnes se seraient retrouvées coincées à l'intérieur de la cabine du bateau quand celui-ci a chaviré. Puis, comme il s'agit d'une navette entre deux îles et que la première grande ville, Mwanza, se trouve à plus de 100 km, il a donc fallu un certain temps pour que les secours arrivent. Plusieurs embarcations de pêcheurs ont toutefois tenté de venir en aide aux passagers, mais ces embarcations n'étaient pas motorisées. Embarcations surchargées, mal entretenues, ce n'est pas le premier naufrage sur le lac Victoria. Il y a 20 ans, quelques 800 personnes avaient péri après le chavirage de leur bateau au large de Mwanza. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.